Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire d'1 h 30 qui est consacré aux mobilités rurales et à la présentation de cas concrets déployés dans les territoires. Je suis Corinne Flamand et je pilote les sujets de mobilité rurale pour la FNTV et je serai aidée aujourd'hui par Sarah Price, notre responsable communication digitale, qui est aux manettes techniques de ce webinaire. Donc la FNTV, c'est la Fédération nationale des transports de voyageurs, c'est une organisation patronale qui rassemble les entreprises de transport routier de voyageurs, les autocars, des véhicules légers, mais aussi les acteurs des nouvelles mobilités qui sont actifs dans les secteurs des autocars Macron, le transport à la demande dynamique et le covoiturage. Nous fédérons plus de 1300 entreprises de toute taille, des TPE, des PME, des grands groupes, et nos adhérents emploient 82 000 salariés. Et au quotidien, ces adhérents, ils opèrent dans les espaces interurbains sous toute leur typologie, avec toute leur diversité. Ils essaient d'y apporter la réponse de mobilité la plus ajustée en travaillant main dans la main avec les autorités organisatrices. Et en 2024, avec eux, nous avons voulu réfléchir ensemble aux déplacements longs du quotidien en dehors des agglomérations. Et nous avons choisi de les traiter sous l'angle des déplacements multimodaux qui apportent une solution de mobilité à ceux qui ne disposent pas de voiture individuelle ou qui veulent renoncer à l'autosolisme. Et ces travaux se sont nourris des retours d'expérience de nos adhérents, mais aussi d'auditions d'acteurs actifs sur le sujet, des représentants de collectivités locales, des structures associatives qui travaillent au plus près des habitants. Et lors de ces auditions, nous avons pu constater une unanimité de points de vue sur les constats, sur les freins qui sont rencontrés dans les territoires, mais aussi parfois une connaissance partielle du panel des possibilités de mobilité offertes, leur poids réel en matière financière et d'ingénierie. Et nous avons donc choisi d'aborder ce sujet sous l'angle des solutions et de l'adresser aux AOM et aux collectivités locales rurales. Et nous nous sommes positionnés là où nous sommes légitimes en apportant cet éclairage sur la solution, sur ses modalités de déploiement. Et les travaux que nous avons menés en 2024 nous ont permis de mettre en avant 4 facteurs clés de succès. Le volet humain tout d'abord, avec l'importance de la gouvernance collaborative et puis l'importance du développement de compétences locales en ingénierie. La question du financement également pérenne. L'intégration dans les systèmes existants, aussi bien par la création d'une offre de mobilité locale qui optimise tous les services à disposition, qu'ils soient scolaires, régionaux, PMR, TAD, covoiturage, parce que pour nous, la complémentarité des mobilités, c'est une clé essentielle, mais aussi par l'intégration de cette offre dans les systèmes de planification de trajet et de billettique, et puis la communication qui doit être adaptée, efficace pour permettre une bonne visibilité, une bonne lisibilité et une facilité d'utilisation de l'offre. Donc ce guide, nous l'avons publié en 2024. Les solutions qui y sont présentées ne sont bien sûr pas exhaustives, mais elles constituent un panel intéressant des possibles. Et on va le mettre en lien dans la partie conversation que vous trouverez en haut de votre écran. Cette année, nous avons décidé de poursuivre ces travaux en partageant aujourd'hui avec les territoires des pratiques éclairantes qui s'appuient de manière innovante, sur des manières innovantes d'offrir des mobilités qui ne sont pas toujours connues. Mais avant de rentrer dans ces retours d'expérience des territoires, je voulais passer la parole à Céline Mouvet, chef du pôle territoire à la DGITM, la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, qui a accepté d'introduire ce webinaire en rappelant le contexte dans lequel il se positionne, les ressources existantes et les constats qui peuvent être faits dans les territoires. Donc, Céline Mouvet, je vous passe la parole. Oui, bonjour. Céline Mouvet, je suis responsable du pôle territoire et du coup, je remercie la FNTV pour m'associer à cette journée, plus globalement le ministère, pour rappeler un peu les enjeux sur ces territoires en zone peu dense, des enjeux à la fois de transition écologique, mais aussi de cohésion sociale et territoriale, puisque certains d'entre vous l'ont peut-être rappelé en introduction, on est sur des territoires assez captifs de la voiture, où c'est 88% de la pratique, et donc facteur de vulnérabilité avec les hausses des carburants, les temps de déplacement, et puis aussi pour les personnes qui sont sans voiture, des déplacements très difficiles. Donc c'était un enjeu depuis 2019 posé dans la loi d'orientation des mobilités pour une mobilité pour tous et partout,
partout, avec notamment ces enjeux de gouvernance où on a doté tous les territoires ruraux d'une compétence mobilité pour justement développer un certain nombre de bouquets de solutions et effectivement pour peser dans ce sujet. Peut-être un point d'éclairage sur effectivement sur cette loi d'orientation quelques années après, donc aujourd'hui en 2025. Donc effectivement, cette loi nous a permis, au-delà des pionniers, hein, bien entendu, de poser ces questions de mobilité dans l'agenda politique local. Alors, ce qu'on s'aperçoit effectivement au niveau national, c'est que d'une réflexion sur une prise de compétences, source aussi d'inquiétude, dans une vision un peu comment dire, de nouvelles charges à développer des transports collectifs. On est aujourd'hui sur une prise en compte et une mobilisation plus importante des collectivités qui voient plutôt un levier d'action pour leur territoire et qui effectivement réfléchissent à déployer des solutions de mobilité un peu différentes et plus adaptées que les solutions en urbain. Et donc, effectivement, on a une solution, un bouquet de services à développer aux côtés des transports collectifs de maillage ou des pôles d'échange multimodaux. Et donc, toute la matinée de ce matin au webinaire est une parfaite illustration. On a effectivement un retour à avoir sur des solutions plus, on va dire, entre guillemets, plus soft, l'autopartage, les véhicules, les vélos à assistance électrique et encore le covoiturage ou le transport à la demande. Et donc, c'était l'illustration de cette intervention précédente. Nous, ce qu'on voulait effectivement aujourd'hui, via la démarche France Mobilité, et donc avec nos partenaires de l'ADEME, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le CEREMA et la Banque des territoires, on accompagne depuis 2019 plus de 500 projets dans les territoires. Et ce qu'on voit aussi un peu se dessiner, c'est effectivement l'importance du passage à l'action. C'est vrai qu'il y a un bouquet de solutions intéressant et on a pas mal de ressources et je remercie la FNTV de pouvoir y contribuer en mettant en évidence des retours d'expérience positifs. La plupart des solutions, elles sont, j'allais dire, un peu connues, mais ce qui importe, c'est surtout dans le passage à l'action et la capacité à bien, on va dire, impliquer les acteurs du territoire dans la conception du service et aussi pas s'interdire de faire évoluer le service dans sa pratique pour l'adapter. Voilà, donc ça, c'est des retours d'expérience qu'on a plus globalement. Et donc, au-delà de l'ingénierie qu'on peut apporter via France Mobilité, on a aussi des ressources financières en amorçage et donc l'occasion pour moi en cette introduction de rappeler effectivement l'existence du fonds vert avec deux mesures qui pourraient concerner les territoires ruraux. La mesure mobilité rurale qui permet à l'État via ce fonds vert de subventionner les projets des collectivités locales en matière de services de mobilité. Donc typiquement, c'est les services qui viennent d'être présentés pourraient être éligibles. Et puis aussi une mesure attachée aux aménagements cyclables qui effectivement sont aussi importants dans ces territoires. Donc ça, c'est des mesures de soutien de l'État en amorçage. L'année dernière, on a pu avoir 224 projets qui ont pu bénéficier de ce soutien. Donc, on vous invite à vous rapprocher des préfectures localement et de déposer, enfin de contacter sur Internet via démarche plainte simplifiée pour déposer des dossiers sur cette mesure mobilité rurale. Et puis peut-être plus récemment encore, la loi de finances pour 2025 qui a apporté de nouvelles ressources au territoire. Au moment de la loi d'orientation des mobilités, on n'avait pas forcément doté les territoires ruraux de nouvelles ressources. Ces choses faites en tout cas pour un premier socle de budget de services. Et donc depuis la loi depuis la loi de finances pour 2025, on a effectivement le versement mobilité régionale et rurale qui a été créé au bénéfice des régions, mais pour lequel 10% est obligatoirement affecté aux AOM locales rurales. Et donc, en termes de montant global, on peut estimer un potentiel de 750 millions pour ce versement mobilité régionale et rurale, dont 75
millions d'euros iraient par an au territoire, aux AOM rurales. Donc, c'est une ressource, là, cette fois-ci, beaucoup plus structurelle et qui permet effectivement d'accompagner les territoires, notamment pour soutenir le fonctionnement des services. Voilà, je ne serai pas plus longue. J'ai un peu mordu sur le temps technique, mais voilà, les deux principaux éléments que je souhaitais porter à connaissance aujourd'hui. Et donc, pour l'aspect ingénierie, on vous invite à vous rapprocher de la démarche France Mobilité et de son pôle de ressources, sur lequel on espère effectivement aussi intégrer les retours d'expérience mis en avant par la FNTV aujourd'hui. Et puis, voilà, deux mesures, la mobilité, les mesures mobilité rurale du Fonds vert et ce fameux versement mobilité régionale et rurale qui convient assez nouveau, mais qui n'est pas encore totalement connu dans les territoires et qui est d'ores et déjà mis en place par la région Sud qui a délibéré au mois d'avril sur la mise en place de ce versement mobilité régionale et rurale. Voilà, je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop longue et je vous souhaite une bonne suite dans vos travaux. Merci beaucoup, Céline, pour ces éléments. Si vous avez des liens, vous pouvez nous les mettre dans la partie questions-réponses, ça permettra à chacun d'y accéder. Donc, je vais poursuivre en introduisant les territoires qui vont intervenir. C'est les témoignages de 4 territoires ruraux qui ont chacun déployé des solutions différentes pour chercher à répondre à des problématiques spécifiques. Donc aujourd'hui, avec nous, nous aurons 2 territoires de montagne qui ont chacun une visée différente et des modalités de déploiement différentes. On a le pays du Mont-Blanc avec Montembus qui propose un service d'arrêt à arrêt pour tous les publics et un service porte-à-porte pour les personnes à mobilité réduite. Et puis le Grand Chambéry avec Synchro Covoiturage, qui est un service gratuit de covoiturage spontané à destination des actifs et des résidents du territoire. Aujourd'hui, on écoutera également le retour d'expérience d'un territoire lorrain avec Roule en Meuse, qui regroupe toutes les démarches de mobilité en Meuse et qui adresse la diversité de ruralités qui peuvent exister dans un département. Et puis un territoire insulaire avec la communauté de communes de Noirmoutier et le service de transport à la demande mobile, qui est financé à 40% par un exploitant d'éoliennes en mer. Voilà, tout au long du webinaire, vous pourrez formuler vos questions dans la partie questions-réponses qui est en haut de l'écran. Et j'essaierai d'en faire la synthèse à la fin pour que nos intervenants puissent y répondre. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Montembus. Donc le territoire va nous être présenté par Laurie Serioli, qui est responsable du pôle mobilité, habitat et économie de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Nous avons également avec nous Nadège Pi, qui est directrice marché chez Borini, le transporteur. Et puis Clélia Schwing, qui est directrice grand compte Europe de l'Ouest et Sud pour VIA. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, en effet, je suis Clélia de chez VIA et j'ai la joie d'avoir Laurie et Nadège avec moi aujourd'hui. Donc, Montembus, c'est un service de transport à la demande qui accueille tous les publics, des publics valides avec un service arrêt-arrêt, qu'ils soient résidents actifs ou seniors, et également un service porte-à-porte à mobilité réduite, et donc qui a vocation à être inclusif et améliorer la mobilité sur ce territoire avec une offre qui est très souple et facile d'utilisation. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Laurie. J'espère qu'elle a pu nous rejoindre. Elle avait un petit problème technique. Et sinon, Nadège prendra le relais. Bonjour à tous. Oui, il y a un petit souci technique sur sa prise de parole. Sinon, peut-être que je commence et si elle arrive à se connecter, Laurie, je vais essayer de prendre le relais. Ouais, slide de Laurie, j'espère en refléter son discours. Je veux bien qu'on passe sur la diapo suivante. 2 mots sur la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Donc, on se est en Haute-Savoie. Ce sont 10 communes qui réunissent près de 47 000 habitants avec une problématique à la fois de transports locaux, mais aussi fortement touristique, puisqu'on a 7 stations de ski implantées sur le territoire.
pas d'autorité organisatrice de la mobilité au sens d'AOM, mais c'est la région qui est autorité organisatrice et qui aujourd'hui exploite 6 lignes, enfin organise 6 lignes de transport régional. On a également du transport de navettes saisonnières appelées skibus et des arrêts, du coup, 377 arrêts de bus. Sur la slide suivante, je veux bien la slide suivante. Merci. Donc, le Montant Bus, c'est un service qui a été lancé en 2013 avec le soutien de la région et du département. Donc une étude pour démarrer en 2012, des règles très claires de non-concurrence avec l'offre de transport public régulière existante, une concertation avec les taxis, une organisation de la vente avec au démarrage un point de vente par commune, aujourd'hui un point de vente unique organisé par la CCPMB, et un lancement du service en 2013. La Comcom intervient en délégation de compétences de la région et le financement est assuré par le département pour le transport des PMR et aujourd'hui par la région à hauteur de 50% du service. Entre 2013, ce qu'on voit sur la diapo suivante, et aujourd'hui, quelques images pour vous illustrer le changement de concept. En 2013, on avait un transport zonal, un système de petits badges, des véhicules qui étaient plus proches de voitures. Et aujourd'hui, on est passé à un service digital, beaucoup nettement modernisé. C'est normal, hein, en 12 ans. Si on regarde sur la slide suivante, on peut voir qu'en termes de fréquentation, on a un graphe qui est assez parlant. Je veux bien, Sarah, la slide suivante. Voilà. On a un graphe qui est assez parlant. On se rend compte que dans les années avant Covid, 2017-2019, on était aux alentours de 20 000 personnes transportées par an. Et on est passé aujourd'hui à environ 50 000. Donc, on a une progression de la fréquentation de 2,5 fois. Qui s'explique avant tout par une politique très forte, volontariste, locale, de développer les mobilités. Et cette politique, elle s'est traduite par des actions concrètes, donc poussées par la communauté de communes et ou l'exploitant en fonction. Mais pour faire court, on a en sortie Covid une modification forte des conditions d'accès aux services. On va en reparler des changements de tarification, suppression du zonage. On a aussi des intégrations de véhicules supplémentaires, 2 véhicules en 2021 et puis un autre en 2024. On a une digitalisation de l'offre de service, d'abord un accès de réservation sur site web, ensuite avec une application mobile, un nouvel algorithme. Et au final, aujourd'hui, on arrive donc à un service qui a été multiplié en termes de fréquentation par 2,5, alors que les moyens n'ont été multipliés que par 1,5. Donc plutôt satisfaisant d'un point de vue moyen engagé. Concrètement, le service aujourd'hui, sur la diapo suivante, on peut voir donc, qu'on a un TAD zonal, donc comme le disait Cléa, donc arrêt à arrêt, et de l'adresse à adresse pour les PMR. On ne fait pas de prise en charge au domicile, on n'est pas un transport, on n'est pas en TPMR. Des horaires de service qui ont été élargis dès 6h45 jusqu'à 19h30 pour prendre en charge aussi les actifs. On a, ce qui est intéressant à retenir, c'est dans les règles d'usage, on a un service qui est souple pour les usagers, c'est-à-dire qu'on permet de réserver jusqu'à une demi-heure avant le départ et d'annuler jusqu'à 2 heures avant le départ. Et cette souplesse, elle nous sert aussi à nous pour optimiser les moyens engagés, puisqu'en fait, dans cette souplesse, on va confirmer l'horaire de départ qui va être pré-réservé sur un créneau par l'usager 2 heures avant son départ. Ça veut dire qu'on va continuer à optimiser, y compris pendant la journée d'exploitation. Autre point marquant qui explique aussi la fréquentation, c'est une tarification qui est très attractive volontairement. Le tarif de base est à 40 € par an, avec des adaptations sur des cibles de clientèle. Et en corollaire, pour qu'on n'ait pas d'abus, on a un règlement d'exploitation qui est strictement appliqué, qui peut engendrer soit des courriers de rappel, des exclusions temporaires ou définitives. Ce qui fait que voilà, on n'a pas un usage abusif du service.
Je veux bien la diapo suivante. Merci. Aujourd'hui, le montant bus, c'est plus le service, alors je vais qualifier, je vais mettre beaucoup de guillemets autour, mais qui était un petit peu le service des papis-mamies pour se déplacer dans le territoire. C'est vraiment un service qui était rajeuni. On a près de la moitié de nos usagers qui ont moins de 25 ans. On voit qu'on a les trois quarts qui passent sur de la réservation autonome sur les outils d'application et web. La souplesse, eh ben, elle est utilisée puisqu'on a 30% de nos réservations qui sont effectuées moins de 48 heures avant le départ. Donc voilà, on a vraiment une dynamique qui s'est installée. Pour autant, on a encore 35% de nos voyages qui sont effectués par des personnes âgées et à mobilité réduite. C'est une cible qu'on choisit parce que ils sont pas dans les outils digitaux, voilà. Et il y a tout un travail qui est mis en place pour leur permettre de continuer à voyager et à trouver une place dans ce service. Globalement, d'un point de vue exploitation, on est plutôt satisfait parce qu'on a 65% des réservations qui sont partagées. Donc sur un TAD zonal, sur 10 communes, c'est plutôt un bon chiffre. On a des clients qui, sur l'application, se déclarent satisfaits et notent à 4,8 sur 5. Donc là aussi, très bon score. Le petit bémol, c'est la grande satisfaction que génère le service qui fait qu'on a aujourd'hui un petit peu de surcharge et globalement, on offre une solution à 80% des demandes. Donc voilà, c'est un service qui s'auto-alimente et qui aujourd'hui, on a une problématique de gestion de la surdemande. Sur la slide suivante, juste quelques mots en termes d'organisation pour vous dire que le service est opéré donc, par Borigny-Montblanc, qui est une PME familiale de Haute-Savoie. Donc tous les moyens sont vraiment sur le cœur du territoire. Alors évidemment les dépôts, évidemment les ateliers, la réserve, donc ça assez classiquement, mais on a aussi la centrale de réservation qui est sur le territoire et qui permet justement sur cette population un peu plus sensible qui fait de la réservation par téléphone d'apporter quelque chose de très qualifié avec une vraie connaissance du territoire, des arrêts, des problématiques. Donc une qualité de service qui est améliorée de ce fait. Autre point qu'on voulait souligner, c'est l'engagement de la transition énergétique avec quatre véhicules électriques qui ont rejoint la flotte récemment. Il y a 2 mois, donc on est en train de caler un petit peu sur les problématiques de charge, mais on a quelque chose qui satisfait globalement nos clients, nos conducteurs et la collectivité dans cette logique de préservation de la vallée de l'Arve, qui est un site particulièrement pollué en France. Laurie, si tu veux reprendre la dernière diapo, je vois que tu es arrivée. Je ne sais pas si tu as le son. Elle n'a pas le son. Bon. Dernière diapo conclusive pour essayer de maintenir le délai. Ah non, pardon, Clélia, tu as le... Oui, avant-dernière, pas de souci. Avant-dernière, oui. Sarah, si tu veux passer à la suite. En 2003, la solution technologique VIA a été introduite avec 3 axes forts. Le premier, c'était un parcours digitalisé et accessible qui est intuitif et qui a vocation à embarquer tous les publics, bien sûr les plus digitalisés, mais également des publics seniors qui traditionnellement utilisent un peu moins ce genre d'outils. Un algorithme d'optimisation qui permet de regrouper les trajets, d'augmenter l'efficacité du service et qui a permis de transporter plus de personnes qu'auparavant à moyen égal. Et enfin, une forte complémentarité de l'offre avec le réseau fixe, et ce, en proposant des parcours multimodaux dans l'application et une gestion de la non-concurrence qui est également gérée dans l'application. C'est-à-dire que s'il y a une option en ligne de bus, on ne proposera pas le transport à la demande montant bus. Effectivement, je vais repasser la main du coup à Nadège pour la slide conclusive parce que je crois que malheureusement, Laurie ne pourra pas nous rejoindre. Donc aujourd'hui, donc on a vraiment un succès qui s'est révélé avec à partir du moment où on a levé un certain nombre de verrous pour donner de la souplesse d'utilisation, faciliter les déplacements. C'est globalement un succès qui n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de la région. Qui aujourd'hui finance, comme on le disait, à 50% le service. Service fortement sollicité et on a conscience au niveau du Pays du Mont-Blanc que
l'enjeu de la mobilité dépasse le TAD. On le disait, il y a des lignes régionales, il y a des sujets complémentaires qui viennent aujourd'hui pour mettre en place un certain nombre de briques qui, au global, doivent permettre de faciliter le déplacement. Il y a de réseau stop, réseau pouce, pardon, des mises à disposition de voitures partagées. Donc voilà, le montant bus fait partie d'une des briques et qui continue globalement de ces évolutions. Et je pense que c'est effectivement cette capacité à adapter le service en fonction des nouveaux enjeux qui permet d'aboutir à des résultats aussi satisfaisants. J'espère qu'on a tenu les 10 minutes, je pense. Mais oui, vous avez été parfait. Merci. Merci pour votre intervention. Nous allons maintenant retourner dans les territoires, après cette mise en perspective, avec Synchro Covoiturage. Donc on part dans Grand Chambéry avec Béatrice Quinquet, qui est responsable des services à la mobilité à la direction de la mobilité du Grand Chambéry, et Florian Méreux, qui est responsable de réseau de covoiturage pour ECOV. Bonjour à tous. Je vais donc vous parler d'une expérience qui a débuté dans les années 2015 autour du covoiturage. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Et à la suivante. Merci beaucoup. Donc le territoire de Grand Chambéry, alors c'était celle d'avant, mais le territoire de Grand Chambéry n'est pas à proprement parler un territoire rural en tant que tel, puisqu'on a une grande partie de la population qui se situe dans la commune centre de Grand Chambéry, qui fait plus de 60 000 habitants, et également des autres communes. Donc on a à peu près 80% des habitants qui se situent dans la zone plane et plate du fond de la vallée. Ce qui, en d'autres termes, n'est pas toujours facilitant, puisque dans l'idée de la plupart des habitants, on habite en montagne, donc il est difficile de se déplacer autrement qu'en voiture. Par ailleurs, on est traversé par une voie rapide urbaine qui relie deux autoroutes, donc les déplacements du nord au sud et de l'est à l'ouest sont assez rapides en voiture. Donc on pourrait dire que c'est un contexte qui est assez favorable à la voiture. Pour autant, depuis très longtemps, il y a une culture du déploiement des alternatives à la voiture, avec un schéma cyclable qui a été le premier établi en 1977 et une agence d'écomobilité créée dans les années 2000, donc en 2001, pour accompagner le changement de mode de transport. Donc on est dans un contexte dans lequel les élus ont depuis longtemps le souci de voir comment est-ce qu'il est possible de se déplacer autrement qu'en voiture et seul dans sa voiture. Donc le projet que je vais vous présenter se déploie essentiellement dans les zones montagneuses que vous voyez à l'ouest et à l'est, petites montagnes et périurbaines que vous voyez à l'est et à l'ouest de l'agglomération. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. L'agglomération a travaillé sur le covoiturage depuis de nombreuses années, puisque les premiers projets qui ont vu le jour en 2004, avec un dispositif de covoiturage spontané qui avait été déployé sur les communes dont je vais vous parler. 2006, on avait créé un site de covoiturage pour la mise en relation des usagers, et depuis le début des années 2010, nous travaillons avec les entreprises sur la notion de covoiturage domicile-travail. En 2016, refonte de notre réseau de transport en commun avec des axes structurants majeurs et le souhait d'avoir une interconnexion des autres mobilités autour de ces axes de transport en commun et de ces lignes structurantes. Donc, une demande politique de relancer le covoiturage spontané ou organisé sur les communes périphériques. Comme nous avions eu une expérience en 2004 avec un système de points d'arrêt, une charte avec une communauté qui avait été créée pour le déploiement de ce covoiturage spontané, il était nécessaire qu'on fasse un pas de côté en se disant on ne va pas refaire la même chose, il faut qu'on voit avec les habitants comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour initier un dispositif qui soit plus attractif, plus confortable, plus design et qui prenne soin du passager. L'orientation politique, c'était de nous demander de faire que les habitants puissent faire communauté, qu'on ait un système d'exploitation qui soit simple et évolutif et qu'on puisse travailler autour de points d'arrêt fonctionnels et sécures.
Donc, on a déployé, je vais vous présenter le dispositif après, on est parti d'une ligne qui reliait 3 communes de l'agglomération au réseau de transport en commun structurant. Et nous sommes aujourd'hui en 2025 avec 10 lignes de covoiturage, 119 arrêts, donc 41 arrêts qui sont connectés et qu'on vous présentera là, dans les diapositives suivantes. Je veux bien que vous passiez. Donc, sur cette genèse du projet, effectivement, comme nous avions déjà fait une expérience, il était vraiment nécessaire qu'on se dise, avec les habitants, comment est-ce qu'on veut faire mieux aujourd'hui que le dispositif qui ressemblait en 2004 à un système réseau pouce. Donc, on a fait des ateliers d'échange avec la population, on a rencontré les personnes, et c'est comme ça qu'on est arrivé sur un système qui devait inclure et faire se parler le covoiturage organisé, qui à l'époque était basé sur le site de covoiturage de la région, Movici. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur l'application Blablacar Daily avec un système de gratification et sur des points d'arrêt de covoiturage, et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, le plus confortable, le plus sexy design possible et qui prennent soin du passager. Et la population, enfin les usagers avec lesquels nous avons travaillé à l'époque, a vraiment insisté sur la notion de convivialité. C'était le mot-clé du dispositif que nous devions mettre en œuvre. Si vous voulez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Sur la base des échanges que nous avons eus avec la population, nous avons établi un cahier des charges très précis avec une consultation qui a été publique et pour laquelle l'opérateur d'aujourd'hui, ECOV, à qui je vais passer la main, a répondu et a été retenu. Donc Florian. Oui, merci Béatrice. Donc effectivement, cette solution a été pour la première fois déployée sur le territoire du Grand Chambéry. Donc on est très reconnaissant envers le Grand Chambéry pour la confiance apportée, puis l'audace aussi, parce que c'était un service qui était vraiment nouveau, qui reste aujourd'hui nouveau, mais qui l'était bien plus il y a 7 ans. Donc le principe d'une ligne de covoiturage simplifiée, c'est assez simple comme son nom l'indique. Ça consiste à aménager des arrêts de covoiturage sur la voirie. Vous avez plusieurs exemples ici. Vous avez premier exemple à droite, un panneau inerte, donc qui ressemble à la solution type réseau pouce dont a parlé Béatrice. On a aussi surtout des arrêts connectés. Vous avez à gauche deux exemples, en bas un grand panneau et en haut un plus petit. Sur chacun d'eux, on ajoute un boîtier avec 6 boutons et donc autant de destinations que le passager peut choisir. Donc pour le passager, c'est vraiment très simple. On se rend à l'arrêt de manière spontanée, sans réserver au préalable. Et donc on sélectionne sa destination sur le boîtier, la destination va ensuite s'afficher sur le panneau lumineux. Donc pour les conducteurs qui circulent sur leur trajet habituel, ils peuvent simplement prendre connaissance de la demande, s'arrêter et prendre en charge le passager et l'emmener un peu plus loin. Donc sans détour et donc sans contrainte. C'est un service qui est gratuit pour le passager, qui est solidaire, c'est-à-dire que les conducteurs ne perçoivent pas d'incitation financière, ce qui renvoie aussi à la notion de convivialité dont parlait Béatrice juste avant. C'est un service qui se veut aussi complémentaire au transport en commun. La complémentarité, elle s'apprécie de 2 manières. Tout d'abord spatiale, dans le sens où on peut choisir de mettre des arrêts là où les transports collectifs, par exemple, ne sont pas présents. On peut aussi avoir une complémentarité dans le temps, c'est-à-dire que si un service de transport en commun, par exemple, est saturé en heure de pointe ou peu fréquent en heure creuse, la ligne de covoiturage peut être un renfort d'offres sur un axe qui est en partie desservi en transport en commun. Donc une ligne de covoiturage, c'est finalement un service qui est très proche d'un service de transport public, avec des arrêts de covoiturage, mais là, les sièges libres sont proposés par les voitures et les conducteurs en circulation, avec des conducteurs particuliers, et donc pas des conducteurs professionnels. Je vous laisse passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en termes de gouvernance, effectivement, le Grand Chambéry est le maître d'ouvrage et donc qui coordonne l'ensemble du projet, avec notamment les communes et départements qui accueillent ces arrêts sur leur territoire, sur leur domaine domanial, donc des partenaires de l'agglomération. De notre côté, ECOV, on déploie la solution et on l'exploite au fil de l'eau. Et on travaille main dans la main avec le Grand Chambéry et l'agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc qui s'occupe de l'animation et de la communication du dispositif. Sur la slide suivante, vous avez quelques éléments financiers.
donc notamment pour un nouveau projet, par exemple en 2025. Donc l'accompagnement des COP, il se fait au fil de l'eau, donc depuis l'identification des emplacements d'arrêt, en passant par l'exploitation de la solution, mais aussi la fourniture et la pose du mobilier, le paramétrage de la solution numérique, puisque les panneaux connectés sont équipés de cartes SIM, et donc on a accès à des données assez nombreuses qu'on donne en direct au Grand Chambéry. Donc, par exemple, on va savoir que tel panneau a été utilisé, telle destination a été sélectionnée, à quelle heure, etc. En termes de coûts, vous avez deux types de coûts pour ce type de projet de ligne simplifiée. Un premier qui est des dépenses d'investissement, donc au lancement du projet. Dépenses qui vont varier selon le type de mobilier, lumineux ou non, le type de mobilier de confort également qu'on peut ajouter à l'arrêt, donc par exemple assis debout, arrêt, marquage au sol. Donc un coût d'investissement qui se situe autour de 3 à 15 000 euros par arrêt. Et ensuite un coût de fonctionnement par arrêt également et par an, autour de 1 000 à 3 000 euros. À noter que ces deux types de coûts, investissement et communication, sont aussi fonction du nombre d'arrêts et donc peuvent être dégressifs. Je vous laisse passer effectivement la slide d'après et je redonne la parole à Béatrice. Voilà, vous nous aviez demandé d'illustrer un peu la relation entre les élus et les citoyens. C'est effectivement un projet qui a vraiment vu le jour parce que nous avons pris le temps de travailler avec les habitants. À ce titre, on avait imaginé au départ passer par une application, puisqu'Ecov propose le même dispositif avec les mêmes types de panneaux, propose aujourd'hui le même dispositif qui fonctionne avec une application. Et la population nous a dit, mais nous, on n'est pas ultra connectés, alors que c'est une population néo-rurale qui pourrait l'être, mais on n'est pas ultra connectés, on veut un système extrêmement simple. Donc le système des boutons poussoirs est issu de la demande des usagers d'avoir un dispositif qui soit extrêmement simple. Il a l'avantage du fait que le meilleur logiciel qui puisse être imaginé pour faire se croiser des offres et des demandes, c'est bien de se mettre au bord de la route, de faire un grand sourire et d'être pris par la première voiture qui passe. Et c'est vrai que les systèmes d'application font de même un tri à l'amont sur les horaires, sur un certain nombre de choses ou des freins à l'usage qu'on n'a pas du tout dans le dispositif que nous avons mis en place. Pour sécuriser les usages, on a un système de communauté avec une charte. Les personnes peuvent signer une charte. On leur donne une carte de covoitureur. On leur offre des titres de transport en commun et un autocollant qu'ils peuvent mettre sur la voiture. Ça permet aux usagers de savoir qui a signé cette charte et qui est identifié. Donc avec le lien avec les transports en commun, mais aussi avec notre réseau cyclable, puisque dans la plupart des cas, au bout d'une ligne, on a également un système d'abri à vélo qui permet aux personnes d'arriver en covoiturage et de poursuivre leur déplacement à vélo dans la partie plane de l'agglomération. Et cette intermodalité-là fonctionne également très bien. Sur les photos que vous voyez que l'animation pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental pour faire connaître et déployer l'usage. Et cette ligne-là, mais maintenant nous en avons 10, mais cette ligne historique dessert une station de ski de fond, la station de la FECLA Grand Revard. Et donc on a une partie des animations qui se passe l'hiver et on a un usage qui se développe de plus en plus de skieurs de fond qui laissent leur matériel en haut dans la station, dans des casiers qui sont prévus à cet effet, qui montent et qui descendent avec le dispositif de covoiturage. Voilà, je veux bien que vous passiez à la diapositive suivante. Oui, donc sur le retour d'expérience, effectivement, la solution qu'on a choisie était vraiment très importante puisque les panneaux connectés nous permettent d'avoir un suivi, comme le disait Florian, en temps et en heure, en instantané de l'usage du dispositif. Et donc, ça permet de matérialiser l'usage qui est fait du covoiturage. Et il n'y a que ce qui se mesure, qui existe, donc y compris politiquement, de pouvoir montrer la croissance du nombre de trajets qui sont faits en covoiturage. C'est quelque chose qui est vraiment important. Le mois de mai 2025, nous avons donc battu les records. C'est une courbe qui est croissante. Et ce mois de mai, on a eu 1800 trajets qui ont été faits par ce dispositif de covoiturage spontané. Si nous n'avions pas les tableaux de bord pour suivre les arrêts qui fonctionnent le mieux et pouvoir donner aux élus le résultat de cette expérimentation, ça serait beaucoup plus difficile
de démontrer que ce dispositif fonctionne, puisqu'en fait, les usagers sont pris très rapidement au point d'arrêt, et souvent on nous dit « mais il n'y a personne qui attend ». Eh bien oui, parce qu'en fait, la personne arrive à l'arrêt, déclenche le panneau lumineux et est emmenée quasi instantanément. Et donc, c'est heureusement que nous avons ces tableaux de bord qui nous permettent de prouver l'usage de ce dispositif. Donc, on peut aussi remonter des informations qui nous montrent que les jours les plus fréquentés, c'est les jours de semaine, mais il y a aussi un usage le week-end, donc c'est le graphique qui est en bas à gauche. Et puis, une fréquentation horaire qui est paradoxale, puisque quand on a travaillé sur les ateliers d'échange, les usagers nous disaient ah non, mais moi, je veux bien faire du covoiturage, mais mon inquiétude, c'est de ne pas pouvoir rentrer chez moi ». Or, les pics de fréquentation sont en fin d'après-midi et permettent effectivement aux personnes qui sont descendues le matin en s'organisant de rentrer chez elles à l'heure qui leur convient. Donc, c'est le paradoxe des craintes initiales autour du dispositif. Je veux bien que vous passiez la diapositive suivante. Donc, vous avez là une carte qui reprend l'ensemble des lignes que nous avons déployées aujourd'hui en covoiturage spontané. Et vous voyez donc qu'on dessert effectivement les secteurs périphériques à l'agglomération et que l'ensemble pratiquement du territoire est aujourd'hui couvert par ces lignes de covoiturage spontané. Ce qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir le mailler avec l'utilisation d'une application, parce que l'application nous permettrait également de pouvoir gratifier les passagers et les conducteurs, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Ou alors nous le faisons par des systèmes d'animation où on offre aux personnes qui s'arrêtent, on leur offre des petits cadeaux, mais la gratification, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Et nous l'avons aussi au niveau du covoiturage organisé aujourd'hui sur l'ensemble de notre territoire et avec les territoires voisins. La solution s'est exportée également sur les 2 agglomérations voisines, sur lesquelles, pour l'instant, on a moins de succès. Puis vous avez un petit témoignage sur lequel je ne reviendrai pas, mais d'un fondeur très heureux de pouvoir covoiturer pour pouvoir la faire du ski de fond le plus souvent possible au-dessus de Chambéry. Je vous remercie. Il me semble que c'est la dernière diapositive. Merci à vous deux pour cette présentation et on quitte à présent la montagne pour aller dans le Grand Est avec Roule-en-Meuse. C'est Élise Branger qui est chef de projet mobilité durable du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays barrois, mais également du Pays de Verdun et du Cœur de Lorraine qui va prendre la parole avec Mathieu Cam qui est responsable collectivité pour Carros. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour qu'on vous montre les résultats du dispositif Roule-en-Meuse et plus particulièrement son volet covoiturage. Je suis accompagné d'Élise Branger que je laisserai se présenter juste après. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe déjà à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, là, ce qu'on va vous faire, c'est je vais laisser Élise présenter les spécificités de son territoire et lui laisser expliquer pourquoi c'était intéressant de lancer un service public de covoiturage. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans les détails du contexte de ce qu'est un réseau public, un réseau de services publics de covoiturage, et on vous détaillera très précisément les chiffres de cette expérimentation que nous menons maintenant depuis quasiment 2 ans avec Élise et Roule-en-Meuse. Est-ce que vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Voilà. Élise, je vous laisse la main pour ces premières diapositives. Parfait, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Élise Branger, chef de projet mobilité durable, donc pour le compte de 3 PETR meusiens. Donc, le PETR du Pays de Verdun, le PETR Cœur de Lorraine et le PETR du Pays barrois. Donc, la quasi-totalité du département de la Meuse en région Grand Est. Donc, Roule-en-Meuse, c'est un dispositif qui est coporté par plusieurs collectivités, donc par ces 3 PETR qui ont décidé au final en 2020-2021 de créer une coopération autour du sujet de la mobilité, puisque, comme vous pouvez le voir à l'écran, le territoire, le département de la Meuse est un département assez rural, donc 180 000 habitants, 438 communes. Et il y avait donc cette volonté au final d'avoir un service qui dépasse les frontières administratives, tout simplement pour répondre au mieux aux besoins de nos habitants. Donc les 3 PETR ont créé cette coopération avec un poste d'ingénierie mutualisé
Donc, pour mettre en place des solutions à l'échelle des 3 territoires, mais aussi de fusionner au final les coûts qui sont liés à cette ingénierie et aux solutions proposées. Quant au département de la Meuse, lui travaillait également sur le sujet de la mobilité de par son volet social et inclusion. Et au final, les 4 entités, PETR x3 et département de la Meuse, ont décidé de travailler ensemble en se mettant vraiment du côté de l'habitant et en se disant que c'était quand même assez compliqué aujourd'hui de trouver une solution de mobilité en fonction de son porteur. C'est tel site internet à consulter, tel numéro de téléphone à composer. Donc, l'idée, c'était de tout lisser dans le réseau Roulant-Meuse, qui au final est un label dans lequel au final on regroupe tout ce qui existe. Donc, ça va des solutions de la région, les lignes fluo, les transports à la demande qui sont assez locales et qui sont plutôt coportés par les EPCI, les réseaux de transport urbain, et en mettant en place en fait dans ce réseau Roulant-Meuse un guichet unique qui permet de renseigner au mieux la population, mais aussi de venir compléter l'offre de mobilité existante, notamment avec une solution de covoiturage qui vous sera présentée juste après, une solution d'autostop organisée et toute une plateforme de mobilité solidaire avec un consortium de chantiers d'insertion qui propose des locations solidaires, des garages solidaires, un accompagnement pour les publics les plus empêchés. Merci Élise, vous pouvez passer à la diapositive suivante s'il vous plaît. Je vais juste présenter très rapidement ce qu'on fait chez Caros pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est intéressant pour une collectivité de se rapprocher de nous pour construire un service public de covoiturage. Et j'insiste très fortement sur cette notion de service public de covoiturage, puisque chez Caros, on a ce postulat très fort et fondamental que le covoiturage du quotidien, puisque c'est la spécialité, c'est là-dedans que nous sommes spécialisés, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Ce covoiturage du quotidien ne peut fonctionner durablement que s'il est structuré comme un service public local, gouverné par les autorités organisatrices de la mobilité, les AOM, et surtout adapté aux spécificités de chaque territoire. C'est notamment le cas pour Roulant-Meuse, qui est un territoire assez atypique en termes de ruralité et de densité de population, parce qu'on est sur un territoire extrêmement peu dense, et donc on va avoir des zones clairement très mal desservies par les transports publics. Le modèle que va porter Caros, ça repose vraiment sur une coopération étroite avec les AOM. On travaille aujourd'hui avec un peu plus de 100 collectivités qui vont toutes conserver la pleine maîtrise de leurs services. Concrètement, ça signifie que chaque collectivité va pouvoir choisir sa marque, donc en l'occurrence Roulant-Meuse, pour l'exemple qu'Élise vous a présenté. La marque Caros va vraiment Caros va opérer un réseau de services publics au nom d'une marque qu'aura choisi la collectivité. Donc, Roulant-Meuse, en Meuse, on opère un réseau qui s'appelle Autop à Strasbourg, le covoiturage à Aix-Marseille, Stopla dans un autre PETR alsacien. La collectivité, elle va pouvoir également choisir le périmètre d'intervention, le zonage, les modalités d'incitation, comment est-ce qu'on va pouvoir aller sensibiliser les employeurs, puisque ça, c'est un élément extrêmement important de notre déploiement pour aller chercher une masse critique de covoitureurs dans un territoire donné. On va aller sensibiliser tous les employeurs de ce territoire. Et évidemment, la collectivité va pouvoir garder et choisir ses modalités d'intégration au bouquet de mobilité. Et l'exemple de Roulant-Meuse est un excellent exemple, puisque le covoiturage est venu compléter des dispositifs déjà existants qu'Élise a présentés, à savoir le TAD et les transports, notamment en bus, de la région fluo, ou les transports ou les autres types de bus de la collectivité. Ce qui est intéressant en termes de transport public, c'est que Caros va savoir gérer de l'intermodalité. C'est-à-dire qu'on va vraiment venir compléter des dispositifs existants en allant mailler un territoire, notamment dans des zones peu peuplées et isolées, où on va pouvoir venir apporter une solution de mobilité qui n'existe pas encore. Et on va également pouvoir proposer des trajets de rabattement vers
des lignes structurantes du territoire parce qu'on a pu paramétrer dans notre application toutes les lignes de bus, à savoir les 17 dont on parlait sur Roule-en-Meuse, et l'application va pouvoir vous proposer des trajets avec un bout en covoiturage, un bout en transport en commun, ce qui va favoriser très grandement le rabattement vers les zones plus structurantes d'un territoire. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, très concrètement, ce service public de covoiturage, il va être adapté aux besoins très précis du territoire. Lorsque on a commencé à travailler avec Élise et les 3 PETR de Roule-en-Meuse, il y avait 3 grandes ambitions pour le service de covoiturage. Donc, on voulait augmenter le maillage du territoire et notamment les zones non desservies. Et ça, c'est quelque chose qui s'est avéré extrêmement fonctionnel puisque depuis le lancement du dispositif, il y a 350 communes des 3 PETR qui ont connu au moins une origine ou une destination avec un covoiturage Roule-en-Meuse. Et je rappelle qu'on est un tout petit peu plus de 400 communes, donc c'est un pourcentage assez élevé qu'aucun transport en commun sur le territoire ne peut faire. Évidemment, c'est un service qui voulait décarboner les routes, puisque on a des axes, notamment entre Verdun et Bar-le-Duc, qui sont souvent congestionnés aux heures de pointe. Et en proposant du covoiturage et ce service pragmatique et pratique, on va permettre d'éviter plusieurs, enfin même des centaines de voitures tous les jours sur cet axe, et évidemment offrir des gains de pouvoir d'achat aux administrés, et ça on va y revenir très précisément, mais le conducteur ou la conductrice va être rémunéré et le passager ne va payer qu'une partie de cette rémunération, puisque Roule-en-Meuse va venir financer une partie de ce ticket passager. En plus de ce projet à l'échelle du territoire, on va également proposer des avantages aux employeurs de ce territoire, et Élise pourra en parler très précisément, puisque tous les deux, on a beaucoup parlé aux employeurs du territoire pour les entraîner dans cette aventure du covoiturage, et donc on va également leur permettre quelques avantages avec des programmes de sensibilisation, des offres complémentaires, notamment l'intégration du forfait mobilité durable, des animations en entreprise, l'intégration de places de parking réservées pour les covoitureurs, toutes sortes de choses qui vont inciter les actifs du territoire à utiliser le Roule-en-Meuse covoiturage pour se déplacer quotidiennement. Vous pouvez Florian, passer. je fais le gendarme du temps, du coup, Oui, parce qu'on pardon, laisse ça le temps un marche. peu aux autres aussi. On va passer très vite. Ouais. Je vous laisse, Élise, passer là-dessus, du coup. Oui, alors rapidement, Roland-Metz, donc le label a été créé en 2022 et ensuite donc on a lancé le dispositif de covoiturage en 2023 et on a décidé dès le lancement en fait d'avoir beaucoup de communication, beaucoup d'actions de communication sur le sujet et notamment du coup à destination des employeurs. En organisant plusieurs webinaires avec des relais, que ce soit la CCI, la CMA, etc., qui sont présents sur le territoire, puisque en travaillant directement avec les employeurs, ça nous permet au final d'envoyer une masse dans la communauté Roule-en-Meuse sur l'application de covoiturage. Donc, on a organisé, même avant le lancement du dispositif, il me semble que c'était dès janvier, on avait organisé donc un webinaire pour présenter en fait ce qui allait se mettre en place et commencer à sensibiliser les salariés des différents employeurs ciblés. On a lancé le dispositif et puis ensuite on a eu différentes actions sur les 2 dernières années qui viennent de s'écouler. Des actions qui ont été menées soit directement en interne par les 3 PETR. Donc, vous verrez sur la slide suivante, mais on a mis en place différentes vidéos de communication, donc tournées en interne, puisque les PETR restent des petites structures et on n'a pas forcément de service de communication, mais avec une volonté humaine et la possibilité de trouver des financements un peu à droite et à gauche, on a réussi à tourner des vidéos en short qui ont été diffusées et largement diffusées, republiées. Et là, on a pu lancer aussi ces derniers mois une campagne publicitaire
au niveau des 2 cinémas de nos 2 villes principales, donc Verdun et Bar-le-Duc. Donc une vidéo aussi, hein, tournée en interne, acteurs qui sont donc des collègues des PETR et avec un spot du coup publicitaire qui est diffusé maintenant avant chaque commencement de film au niveau des 2 cinémas pour plusieurs mois. Et puis, on a aussi mis en place des actions de communication par le biais et l'aide de l'opérateur Carrosse, avec notamment des flyers, des affiches qui nous sont directement communiquées, pris en main, en fait, où on a, entre guillemets, juste à coller notre logo, puisque les supports sont déjà aux couleurs de Roule-en-Meuse, donc notre logo, les financeurs, etc. On a pu aussi avoir un accompagnement pour organiser des big tours, donc qui sont des tournées en fait chez les employeurs partenaires qui sont déjà partenaires pour relancer un second souffle auprès de leurs salariés, quitte à les accompagner pas à pas sur le téléchargement de l'application, la création de leur compte, mais aussi aller en fait à la rencontre de nouveaux employeurs qui pourraient être de nouveaux partenaires. Merci beaucoup, Élise. Et on va aller rapidement là, quand même sur les résultats et ce retour d'expérience. Donc, depuis le lancement en avril-mai 2023 jusqu'à mai 2025, on a 2411 utilisateurs de l'application et c'est plus quasiment 2500 personnes ont réalisé 21 500 trajets. Et ce qui est important de noter, c'est que plus de 60% de ces trajets sont réalisés par des salariés des entreprises partenaires sur le territoire, montrant l'importance de créer cette masse critique pour réussir un projet de covoiturage en réseau en porte-à-porte. Derrière ces chiffres, ce sont des impacts extrêmement significatifs qui sont réalisés à l'échelle du territoire, parce que c'est plus de 90 000 euros de pouvoir d'achat généré par les utilisateurs du service et quasiment 30 tonnes de CO2 qui ont été évitées grâce à l'utilisation partagée des véhicules au quotidien, notamment sur les trajets domicile-travail. Vous avez un petit rappel également de la tarification en vigueur pour les passagers et les conducteurs dans le ressort territorial des 3 PETR de Roule-en-Meuse. Donc, vous l'avez compris, sur chaque trajet passager, Roule-en-Meuse va prendre 50 centimes de financement public pour inciter au covoiturage dans son ressort territorial. Et justement, en parlant de financement, et je crois qu'on terminera là-dessus, et je vais laisser Élise finir là-dessus pour la dernière diapositive. En termes de financement, ça a été très débrouillard, si j'ose dire. On peut passer cette slide et aller directement à celle d'après, s'il vous plaît. Puisque, en termes de subventions, Élise et Roule-en-Meuse ont réussi à trouver de nombreux financements. Et très rapidement, Élise, peut-être que vous pouvez terminer là-dessus pour expliquer aux collectivités présentes comment vous avez fait pour financer ce projet. Le projet global Roule-en-Meuse, la création de la marque et puis les premières solutions qui ont été intégrées dedans, donc le covoiturage, mais aussi l'autostop organisé et nos points de rencontre qui sont en cours de déploiement, ont été financés par une grande partie par l'ADEME via le dispositif TenMod. Et on a aussi une partie des projets, notamment le covoiturage, qui est financé par un groupement d'intérêt public qui est le GIP Objectif Meuse, présent sur le territoire. Merci pour ces présentations. Merci beaucoup. Merci. Merci, Élise. Et on va passer de l'Est à l'Ouest de la France. On va aller à Noirmoutier. Je vais passer la parole au programme mobile avec Claudia Abgral, qui est chargée de mission mobilité de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, Hélène Ravon, qui est référente pour Titi Floris, et puis Anne Gormand, qui est directrice commerciale pour Padam Mobility. Bonjour Corinne, bonjour à tous, merci pour ce mot d'introduction. Donc en effet, nous on a choisi le territoire de Noirmoutier, territoire donc service jeune puisqu'il a moins d'1 an, qui a été lancé donc en automne dernier, en partenariat avec Titi Floris, suite à une consultation portée par la communauté de communes.
Et c'est un service innovant par son modèle de financement. Donc, je vais laisser la parole à Claudia pour présenter le portrait géographique de la communauté de communes. Oui, bonjour. Donc, Claudia Graal, je suis en charge de la mobilité sur la communauté de communes de l'île de Noirmoutier. Donc, notre territoire, lui, se situe donc sur la côte vendéenne. Donc, on est effectivement un tout petit territoire insulaire, rattaché à la côte par un pont. On a 4 communes qui composent ce territoire. Et la majorité en fait, des services se situe dans la commune tout au nord, qui est donc la commune de Noirmoutier-en-l'Île, d'où le besoin de déplacement en fait, de la population. Aujourd'hui, alors ce qu'on peut dire aussi sur notre territoire, donc c'est un territoire qui est tout en longueur. C'est une île qui fait 30 km de long pour une superficie de 49 km². Et puis, donc, du coup, on a aussi la spécificité d'être un territoire littoral et donc très touristique, avec un taux de résidence secondaire assez élevé, puisqu'on approche les 70%. Voilà, on peut passer sur la slide suivante. Donc, l'émergence du projet mobile. Alors, il y a eu historiquement un premier service de transport à la demande qui était proposé en fait, par le regroupement de sociétés de taxi. Ce service a été mis en place en 2012 et au moment du Covid, pendant le Covid et à la suite du Covid, il n'a jamais réussi à reprendre sa place au sein de la population. Alors c'était un transport à la demande très spécifique puisqu'il était seulement destiné à la population ayant des difficultés à se déplacer, une population âgée ou PMR. Avec des motifs aussi, des rendez-vous médicaux, etc. Là, il a été donc nécessaire de répondre à des besoins de mobilité aux résidents sur l'île de Noirmoutier, en sachant que sur l'île de Noirmoutier, on n'a aucun transport collectif, à l'exception de navettes estivales donc sur les 2 mois d'été. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que les élus avaient vraiment envie de repartir. Alors, sur un transport collectif, la difficulté, c'est effectivement le coût de ce type de transport, d'où la souplesse qui intéressait donc les élus avec le transport à la demande mobile. En sachant que là, on joue sur 2 types de transport à la demande, un transport en porte-à-porte et un transport en point à point. Voilà, on peut changer de diapo. Le transport mobile donc, a été... Ah oui, c'est vrai, écoutez, je vais peut-être passer un peu vite. Juste pour revenir sur l'idée initiale aussi, le premier service de transport à la demande était payant. Il avait un coût de 4 € pour chaque trajet pour l'usager. Et alors que le coût effectif pour la communauté de communes était entre 20 et 50 €. Donc là, on est parti sur une volonté de faire un projet, un service vraiment gratuit pour favoriser réellement la mobilité sur le territoire. Hélène, si tu prends de la suite. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis Hélène Ravon donc de la SCOP Titi Floris. On a donc répondu à l'appel d'offres de la communauté de communes donc de Noirmoutier pour le TAD mobile. Service que nous avons commencé maintenant il y a un peu plus de 9 mois du coup. Ça nous a permis donc d'embaucher donc 4 personnes de la région donc à plein temps. Ils sont tous équipés donc de véhicules électriques. Donc ça va du véhicule 5 places en passant donc par un véhicule TPMR. C'est un service qui est donc ouvert aux usagers donc du lundi au samedi. Pour pouvoir y avoir accès, donc ils doivent au préalable, les usagers, s'inscrire auprès de la communauté de communes pour déterminer effectivement 2 possibilités, soit un service de porte-à-porte, hein, donc d'adresse à adresse. C'est une formule qui est proposée donc aux personnes de plus de 75 ans et pour les personnes donc à mobilité réduite ou également pour les personnes en incapacité temporaire, donc qu'il faut justifier, et du point à point, donc d'arrêt à arrêt, qui est ouvert donc à toutes les autres personnes résidentes donc sur l'île. Une fois cette inscription faite, donc les personnes ont la possibilité de réserver soit en ligne, soit directement en nous contactant, nous, la SCOP Titi Floris, car on est également centrale donc de réservation. Voilà.
Claudia, le Excusez-moi micro pour est le coupé. micro. Ouais, c'est bon. Donc rapidement, la gouvernance, donc effectivement, la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, donc l'autorité organisatrice, on est intégré à un bassin de mobilité plus large qui est donc Vendée Littoral, qui comprend 4 autres communautés de communes, enfin 3 communautés de communes et la commune de Lisieux. Et puis après, donc c'est un projet qui a été longuement mûri principalement par les élus dès 2022. Après, donc ça s'est passé. Alors, je vais vous proposer de passer à la diapo suivante. Voilà, pour parler déjà du projet. En termes, donc ça a été fait en concertation aussi avec la population. On s'est appuyé sur les usagers du précédent service de transport à la demande par le biais de questionnaires. On a aussi ouvert plus largement ces questionnaires et on a aussi accompagné une consultation des associations qui avaient un but social, voilà, pour reprendre un peu réellement les besoins du territoire. Donc après, on a monté notre marché sous forme d'appel d'offres ouvert. Et pour préparer ce marché, ben voilà, on avait déjà fait un tour des différents prestataires pouvant répondre. Et, le point important dans le marché, c'était que vraiment le prestataire qui serait retenu, c'était à lui de mettre à disposition l'application et sa maintenance. Est-ce que je peux... Alors, sur la diapo suivante. Alors après, on s'est trouvé donc dans la partie dure du sujet, c'est toujours le financement. Donc aujourd'hui, bon, effectivement, il y a le fonds vert et la particularité de notre territoire et de celui de Lisieux, nous accueillons depuis peu donc un champ d'éoliennes qui est en cours de construction. Et l'entreprise Emine, qui donc assure le développement de ces éoliennes, a établi un contrat de projet avec notre collectivité. Et donc, l'objet de cette convention, c'est de décliner des engagements pris par rapport à Emine en faveur des collectivités locales dans le cadre du parc éolien en mer. Donc, l'idée, c'est de mettre en œuvre des projets innovants qui visent à la transition écologique. Donc, grâce à ce partenariat, aujourd'hui, notre service est financé à 40% par Emine, 40% par le fonds vert et donc 20% reste à notre charge. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a un coût annuel de 365 000 € et que notre marché est acté pour les 3 ans. Voilà. Je peux peut-être passer à la suite. Hélène ou Anne? Hélène, normalement sur la partie des retours d'expérience. Donc plutôt positif, hein. On est effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une population relativement âgée, avec des besoins de déplacement, surtout pour des rendez-vous médicaux ou pour faire leurs courses. Donc ça leur donne un peu plus d'autonomie en fait, hein, ce service, clairement. Donc on a vraiment que des bons retours par rapport à ça. Service gratuit, donc qui n'est pas négligeable non plus, et avec quand même une plage horaire qui leur permettent de prendre facilement leur rendez-vous. Voilà. Je vais juste compléter. Aujourd'hui, on a effectivement 70% d'usagers qui utilisent le porte-à-porte. Donc, on est encore un peu dans l'ancien système, mais on sent la transition puisqu'on a ces 30% voilà, qui l'utilisent en service point à point. Il y a une véritable attente de la population. On le voit bien déjà dans les retours, comme Hélène a pu vous l'indiquer, mais aussi dans le fait que on a fait peu de communication finalement. On a eu une communication assez limitée et on a quand même un beau retour. Voilà. Et parmi les retours aussi, parce que nous, on avait une population spécifique qu'on visait un peu plus, c'est donc les jeunes de l'île de Noirmoutier, qui sont une petite part de notre population, parce que forcément, quand on voit le taux
Les rapports à des âges en ce moment, c'est pas, voilà, c'est pas la population principale, mais on avait besoin de s'assurer que ces jeunes puissent se déplacer en toute autonomie. Et effectivement, pour les quelques-uns qui s'inscrivent aujourd'hui, ça leur apporte réellement de l'autonomie pour pratiquer leurs activités périscolaires principalement. Donc voilà, et donc dans ce sens, à l'avenir, on imagine, donc là c'est la diapo suivante, mais ça va être rapide, on imagine effectivement se tourner vers une application mobile pour davantage voilà, toucher ce type de public. Voilà pour Noirmoutier. Bah, Juste merci à pour conclure tous. sur Ouais. sur quelques chiffres statistiques depuis fin mai. Donc au final, en effet, le nombre de résas est en augmentation. Depuis le lancement, on était au démarrage à 500 réservations au mois d'octobre et aujourd'hui, on a dépassé les 1100. Également, une augmentation constante du taux de groupage puisqu'on était à 19% en octobre. Aujourd'hui, on est à 47% en mai. On est bien sur cette année sur un objectif de stabiliser le service, de voir jusqu'à augmenter au maximum l'ensemble des ratios et avec en effet cette volonté de continuer à dynamiser le service avec le déploiement de l'application mobile. Merci beaucoup, Anne. Bon, on va passer à la session de questions-réponses. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, j'ai vu des questions passées qui sont relatives, qui s'adressent plutôt à Montembus et puis à Mobile, pour essayer de mieux comprendre le modèle économique. Alors déjà, d'une part, le coût par voyage pour l'autorité organisatrice, que ça coûte aussi pour le voyageur. Voilà, si vous pouvez répondre à ces points-là. Alors, effectivement, on n'a pas beaucoup abordé ce volet-là dans la présentation. Donc, ce qu'on a précisé, c'est qu'en 2024, le coût pour la collectivité s'élevait à 910 000 €, à rapprocher de 50 000 voyages effectués. Donc, globalement, on est aux alentours de 18 € par voyage. Il faut savoir que dans le modèle économique qui a été retenu par la CCPMB, donc on est, comme tout le monde, désigné par appel d'offres, le choix qui a été fait dans le modèle, c'est de nous rémunérer sur un premier terme fixe. Et ensuite, on est rémunéré au voyage, ce qui, je pense, présente un avantage majeur pour la collectivité. Bon, c'est de nous mettre en zone de risque, mais c'est du coup de nous interroger sur la manière d'être les plus performants possibles. Et effectivement, c'est ce qui nous a conduit à renouveler notre prestataire au niveau de la centrale de réservation, de rechercher l'algorithme le plus performant et d'être force de conseil pour qu'on puisse avoir le service qui est le plus efficace. Ça nous tire vers le haut aussi pour la qualité de service, parce que si on a un service de qualité, voilà, ça fait partie des éléments qui sont assez intéressants en fait dans le transport à la demande, parce qu'on va jouer entre de la qualité de service, c'est-à-dire que moins on va modifier l'horaire de départ de l'usager, plus il va être satisfait. Et en même temps, l'optimisation va nous faire, de l'autre côté, chercher à plutôt ajuster en dernière minute. Donc, on est dans cette recherche d'équilibre en partenariat avec notre collectivité et effectivement, oui, dans une dynamique qui nous pousse à chercher de la performance. Ce tarif inclut la totalité des prestations, la fourniture des véhicules, des conducteurs, de la centrale de réservation, de la centrale de réservation du personnel pour prendre les réservations, mais aussi de la centrale technique de réservation qui est fournie par VIA. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Si Noirmoutier va porter des précisions, parce que je crois que vous nous aviez dit le tarif pour l'ancienne formule du TAD, peut-être pas pour la nouvelle, et le modèle économique aussi. Pardon, et dans ce que j'ai dit, je n'ai pas retiré les recettes usagées qui doivent être. Oui. Alors pour Noirmoutier, on a fait que 9 mois en fait. Ça fait 9 mois qu'on a le service qui est en route, donc le bilan n'est pas complet et je ne vais pas pouvoir répondre à la question aujourd'hui. D'accord. Mais je peux apporter plus tard les éléments si ça intéresse, bien sûr. Alors pour Noirmoutier, justement, une question qui est relative à la part des trajets partagés, mais je pense qu'on peut la poser. Non, c'était pour Montembus, mais on peut la poser aussi à Noirmoutier. Dans quelle mesure vous avez des trajets où finalement on se retrouve avec plus qu'un passager à bord? Nous, on a 65% de nos trajets qui sont réalisés avec plus d'un passager à bord. Et on a des pics
où globalement, on connaît des remplissages des véhicules avec 6 personnes quand on est sur des moments où la demande est un peu plus concentrée. Notamment une sortie d'établissement scolaire pour aller sur des activités périscolaires, on en parlait. Le montant bus est accessible à tout âge, hein. On fournit des sièges auto quand c'est des petits, mais une personne seule, il faut qu'elle ait 12 ans pour voyager seule dans le montant bus. C'est aussi, je pense, une spécificité qui permet des collégiens d'utiliser le montant bus sur des activités périscolaires le mercredi après-midi ou autre. Du côté de Noirmoutier, on a commencé à 62%. Aujourd'hui, au mois de mai, on est à 65% pour des trajets partagés en termes de kilomètres commerciaux, tout en diminuant les kilomètres en transit, qui sont passés de 37 à 34%. Et sachant que, comme indiqué, on n'est pas encore sur un réseau des services stabilisés, qu'on souhaite encore conquérir de nouveaux voyageurs avec le déploiement de l'application mobile. Donc, de fait, on estime que ce pourcentage va augmenter. D'accord. Donc, on est sur la même proportion, en tout cas actuellement, de trajets partagés. Et pour les 2 projets, je termine avec le TAD avec cette question-là. On s'inquiète du nombre de véhicules. Alors, côté Montambus, on demande si les 4 véhicules électriques, c'est l'ensemble de la flotte qui est déployée. Et pour Noirmoutier, on me demande si la flotte de 4 véhicules permet de faire face à la demande qui est peut-être plus importante pendant la période touristique. Donc nous, on est à 6 véhicules au total, dont 4 électriques. Voilà. D'accord. Et donc nous, on a 4 véhicules effectivement de septembre, sur l'année en fait, sauf que on ne fait pas de point à point pendant la saison de juillet-août. Il y a un autre service qui est mis à disposition des résidents. Là, je laisserai Claudia en dire un petit peu plus. Donc nous, on fait que du porte-à-porte sur la période de juillet-août. Oui, effectivement, c'est comme ça que c'est organisé. Donc, on avait l'historique aussi des navettes estivales donc sur juillet et août. Donc, notre service de point à point s'arrête pendant ces 2 mois-là. Et c'est aussi pour ça que nos élus sont partis sur une option gratuite en fait, pour les usagers, parce que nos navettes estivales étaient déjà gratuites pour l'ensemble des résidents et des touristes. Donc c'est important aux élus de garder aussi ce service gratuit pour l'ensemble de la population à l'année. Merci. Alors, j'ai une question qui est générique, donc qui s'adresse à tous, qui est plus relative à l'organisation entre territoires. Comment est-ce que les différentes strates, les intercommunalités, les régions, les départements, les intercos, les PETR s'organisent entre elles pour déployer ces mobilités, pour éviter les conflits, entre guillemets, de territoire? Sur Noirmoutier, je témoignerai rapidement parce que voilà, on est un petit territoire. Il n'y a pas de conflit entre les territoires. Je pense pas qu'on puisse parler de ça. Après, nous, le transport à la demande est vraiment spécifique à Lille. Après, on travaille forcément main dans la main, notamment avec la communauté de communes de Challengois, qui est donc de l'autre côté, qui propose l'ensemble des services hôpital, lycée, etc. pour notre secteur. Donc, on a établi ensemble notre PMS, notre plan de mobilité conjointement. Voilà, comme ça nous aide à travailler sur d'autres thématiques comme le covoiturage. Est-ce qu'un autre territoire veut répondre à la question? Moi, je peux répondre pour Grand Chambéry. On travaille sur notre territoire de compétences. Du coup, on n'a pas de difficulté à travailler avec nous-mêmes, si ce n'est que les arrêts de covoiturage sont en général sur des routes départementales ou communales. Et donc, au niveau de la création des arrêts, bien évidemment, on va avec la commune déjà sur le terrain pour voir si nos propositions lui conviennent. Et puis, on a toujours une validation du département pour qu'il accepte le positionnement des arrêts et leur sécurité.
Et donc là, en 10 ans, effectivement, la posture a beaucoup évolué puisque au départ, il y avait beaucoup de suspicions et d'inquiétudes, on va dire, plutôt que de la suspicion, sur ces arrêts de covoiturage. Et aujourd'hui, la pratique a montré que c'était sécure, mais on y veille. L'importance de l'emplacement est fondamentale. Donc, il y a vraiment un dialogue qui se fait avec le département pour que l'arrêt soit à un niveau psychologiquement intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, pour prendre quelqu'un, il faut vraiment avoir l'impression qu'il fait partie de la même communauté que nous. Plutôt en sortie de village si c'est pour aller à la commune suivante. Donc tous ces éléments-là sont importants avec la sécurité, mais c'est un dialogue qui s'est instauré petit à petit. Et puis avec les communautés d'agglo qui sont en périphérie de la nôtre, enfin, à nos frontières, entre guillemets, on a essayé d'exporter le dispositif avec plus ou moins de succès, en montrant l'intérêt de ce type de covoiturage spontané. D'accord. Pour continuer sur le covoiturage, on avait une question. Est-ce qu'on peut savoir si le trajet a été réellement réalisé une fois que le client a appuyé sur le bouton de demande? Alors là, je vais répondre par la pratique. En soi, sur un appui spécifique, non, on ne peut pas vraiment le savoir. Il y a une proposition qui est faite, à ce que la personne réappuie sur le bouton quand elle est prise. Dans la pratique, les personnes ne le font pas. À partir du moment où une voiture s'arrête, forcément, on regarde le conducteur et puis on rentre en relation et puis les personnes partent. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des enquêtes qualitatives qui nous montrent que les temps d'attente sont très courts. Parce que les panneaux lumineux que vous avez vus et qui ont été mis en avant sont placés à des nœuds de déplacement qui sont très importants. Après, on a des panneaux métalliques simples qui sont dans d'autres endroits, mais on peut dire que sur ces panneaux lumineux, en général, il y a un flux un trafic qui est suffisant pour que la personne soit prise. Quand bien même, suivant les lignes, en fonction du nombre d'appuis, on applique un ratio, un abattement entre le nombre d'appuis et le nombre de trajets qu'on estime réellement réalisés. Donc sur la ligne la plus forte, le ratio que j'applique est de 0,9. Donc ça veut dire que sur 10 appuis, il n'y aurait que 9 trajets de réalisés, ce qui ne doit pas correspondre à la réalité parce que je pense qu'en fait c'est 10 sur 10, mais c'est 0,9. Et puis sur d'autres lignes sur lesquelles on considère qu'il y a un trafic qui est moindre, que peut-être la personne a dû réappuyer puisque le bouton, enfin le panneau reste allumé une dizaine de minutes, j'applique un ratio de 5, donc 0,5. Donc là, on a un abattement qui est beaucoup plus important et ça nous fait une moyenne sur l'ensemble des lignes de covoiturage qui me permet d'affirmer le nombre de trajets dont on parlait là, de plus de 15 000 trajets en 2024. Merci. Alors j'ai une question globale. Est-ce que vous pourriez nous donner une distance commerciale moyenne par trajet en moyenne pour un voyage que ce soit en TAD ou en covoiturage? Donc du coup la question s'adresse à tous. Si vous avez ces éléments-là. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. C'est la distance moyenne covoiturée ou le prix que ça coûte à l'utilisateur? La distance. Ouais. Okay. La distance moyenne covoiturée ou pratiquée en TAD aussi. Pour Roule-en-Meuse en covoiturage de réseau, c'est 21 km. D'accord. On se positionne à peu près dans les mêmes tranches de kilomètres sur les autres territoires? Je suis en train de le regarder, je vais vous le dire tout de suite. Honnêtement, pour le covoiturage spontané, je n'ai pas la réponse précise. Ouais. On peut regarder les origines majeures et les destinations majeures. Ça doit se situer entre 10 et 20 km. Voilà, ce n'est pas des déplacements extrêmement longs, c'est des déplacements de courte distance. Par expérience chez Padam, en effet, on est sur une moyenne de 20 km pour la partie TAD. Donc plus ou moins selon la typologie du territoire, bien entendu. Oui, c'est ça, j'imagine que ça varie. Oui. Et nous, sur notre territoire, on est aux alentours de 7 km en moyenne. Sachant qu'en fait, comme on le disait, on a une partie vallée où il y a le plus de population, et après on a les vallées secondaires, et au final, on se rend compte que la demande, en l'absence de réseau de transport public, elle est aussi dans les zones les plus denses. Une question globale, qui s'adresse plutôt au covoiturage. Quelle est la différence entre l'autostop organisé et le covoiturage? Et ce sera la dernière question. Je suis désolée pour les autres, mais on arrive au bout de la question.
Je dirais que c'est le soin qui est mis à accueillir le passager sur un point d'arrêt avec un assis debout et des points d'arrêt qui sont très bien situés et sécurisés. Ensuite, ce sont les tableaux de bord dont je vous parlais qui permettent vraiment de suivre la pratique et qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais sur l'autostop pur. Et ça, avoir des retours de pratique, c'est vraiment très important. Et je l'évoquais, on avait fait quelque chose qui ressemblait à du stop organisé en 2004. Et justement, on voulait cranter avec une proposition qui soit technologiquement plus avancée. La population nous a dit on ne veut pas d'application, c'est le paradoxe. Exactement, les mêmes bornes peuvent fonctionner avec une application. Et là, on dit ah, c'est du covoiturage. Et si on ne met pas l'application, on dit oh, mais c'est du stop. Alors que le confort de l'usager est le même et qu'en plus, je prends le pari qu'il a plus d'offres en n'ayant pas l'application puisqu'il a toutes les voitures qui passent. Et son meilleur logiciel, c'est son sourire. Et ça fonctionne très bien. Donc, c'est vraiment, effectivement, quelque part de la rhétorique de dire que c'est du covoiturage. Mais c'est assez paradoxal de penser qu'il faut mettre une application pour parler de covoiturage. Voilà ce que je pourrais répondre. Et de notre côté, si je peux compléter pour l'offre de covoiturage organisé de réseau, pour moi, la première et probablement la différence la plus intéressante, c'est que dans le covoiturage organisé, on est absolument sûr et certain qu'on va trouver un conducteur ou un passager puisqu'on l'a organisé. La deuxième chose différente pour moi de l'autostop organisé, c'est que notre application et le service public de covoiturage porté par nos collectivités partenaires permet de mailler un territoire beaucoup plus finement que n'importe quelle offre de transport disponible et surtout de faire des trajets en porte-à-porte, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres solutions de mobilité qui ont été que vous pouvez avoir en tête. Donc voilà pour moi les deux différences principales. Bah, merci. Oui. Je peux porter un complément. Nous, on a aussi du covoiturage organisé gratifié. Et la distance moyenne, puisqu'il y a eu cette question, elle est de 16,7 km en 2025. Bon, je suis désolée, notre webinaire s'achève déjà. On a dû sauter quelques questions, mais vous pouvez contacter les territoires, les intervenants si vous voulez aller un peu plus loin dans la démarche. 7h30 passées ensemble montre à quel point le sur-mesure est nécessaire pour offrir une offre de mobilité pertinente et intégrée dans les territoires. Ça permet d'adapter l'offre, la communication, l'ingénierie. Ça montre aussi qu'on peut s'appuyer sur des acteurs expérimentés des mobilités pour les déployer. D'ici quelques jours, c'est une question qui est beaucoup revenue, on vous enverra le lien à la fois vers l'enregistrement de ce webinaire, mais aussi vers les documents projetés. Donc, on se retrouve virtuellement sur Internet avec le replay. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.